Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode sur l'UA6. On va voir un peu la biodiversité à la lumière de l'évolution, donc on verra comment est-ce que l'évolution induit plus de biodiversité. Alors normalement, si vous êtes ici à cette vidéo-là, vous avez dû voir la vidéo sur les bourrelets de l'évolution et vous avez dû avoir un bon exemple de ce que c'est que l'évolution. Alors, petit rappel pour ceux qui ont vu la vidéo il y a longtemps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques milliers d'années, il y a eu des personnes qui ont pris le bateau, et en prenant le bateau, ils ont été coloniser des îles en plein milieu de l'océan. Le problème, c'est que les voyages en mer étaient plutôt mortels, et donc beaucoup mouraient de soif, de faim, de froid. Et ceux qui avaient le plus de chances de survie, eh bien, c'était tout simplement les plus gros, parce qu'avec leur graisse, ils pouvaient résister mieux au froid et conserver plus de nourriture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les habitants de ces îles-là sont plus vite, plus gros. Donc, le fait que les maigres soient morts et n'aient pas pu se reproduire, et que les gros ont survécu et ont pu se reproduire, a fait que les habitants de ces îles sont maintenant quasiment tous obèses. C'est ça l'évolution. L'évolution, c'est on a un trait physique qui donne un avantage. Ceux qui n'ont pas ce trait physique qui donne un avantage meurent, ne savent pas se reproduire, et du coup le trait physique avantageux va se transmettre aux générations suivantes, aux enfants de celui qui a un trait positif. Alors, tout ça, ça va donner plein de types d'animaux différents, avec des caractéristiques différentes, mais si on regarde par exemple ici le fennec et le renard polaire, on voit que ils se ressemblent fort, malgré qu'ils vivent dans des milieux qui sont très différents. On pourrait dire pareil du caribou et de la daxe par exemple, ou encore de la vipère ici et du cobra. Donc vraiment des animaux très différents, qui vivent dans des milieux très différents, mais néanmoins ils ont des caractéristiques physiques qui sont proches. Donc on peut dire qu'ils se ressemblent beaucoup, même s'ils ne vivent pas dans le même milieu. Et on le voit ici, hein. Donc on a ce renard, on a le fennec, et on a le renard polaire, et on voit qu'ils se ressemblent fort les uns les autres, malgré qu'ils ne vivent pas dans le même endroit. À quoi c'est dû, ce genre de phénomène? Eh bien, si vous les textes ici, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait ce n'est pas un hasard si jamais ils se ressemblent, c'est parce qu'ils ont le même ancêtre. Ils sont cousins, sauf que c'est leur arrière-grand-père qu'ils ont en commun. Donc très très loin dans le temps, dans le passé, des générations et des générations avant, eh bien ils avaient le même ancêtre. Sauf qu'une partie de la famille s'est installée quelque part, une autre partie de la famille s'est installée autre part, les conditions de vie étant différentes, eh bien ils ont fini par changer de morphologie les uns par rapport aux autres pour s'adapter à leur nouveau milieu. Alors on va ranger ces êtres vivants dans ce qu'on appelle un cladogramme. Donc c'est un genre d'arbre de la vie. Au bout de chaque branche, on va mettre une espèce. Par exemple, si je prends le cladogramme des primates, nous, eh bien on peut voir que sur chacune de ces branches, il y a une espèce. Et plus une espèce est sur la même branche, par exemple le chimpanzé et l'humain sont sur une même branche ici, et plus ils sont proches. Alors que l'humain et le lémurien sont sur des branches très éloignées les unes des autres, ça veut dire que l'humain est plus proche du chimpanzé que l'humain n'est proche du lémurien. On peut voir aussi qu'à chaque fois qu'une branche du cladogramme se sépare, eh bien on va indiquer une caractéristique qui est apparue à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a une nouvelle branche ici? Eh bien le fait qu'on ait quatre types de dents différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on a une nouvelle branche ici? Eh bien les yeux sont dirigés vers l'avant. Qu'est-ce qui fait qu'on a une branche ici? Eh bien le fait que le nez pointe vers le bas. Qu'est-ce qui fait qu'on a une nouvelle branche ici? Le fait qu'on perde la queue, donc le chimpanzé lui-même n'a pas de queue. Et qu'est-ce qui fait que nous, on est séparé du chimpanzé? Eh bien on a perdu le pouce opposable au pied, donc on a perdu au niveau de notre orteil, au niveau de nos orteils, ouais. Notre orteil n'est plus un pouce opposable, on n'arrive plus à attraper des choses avec facilement, comme les singes peuvent le faire. Et du coup, ben, ça fait qu'on est devenu une espèce différente. Alors bien sûr, il y a d'autres caractéristiques, hein. Par exemple, le gros cerveau ou la perte de pas mal de pilosité, ce genre de caractéristiques-là, on pourrait aussi les noter, hein. Il n'y a bien sûr pas qu'une seule caractéristique qui va séparer les espèces ici,
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'autres espèces qui se trouvent ici, par exemple, ou là, mais ces espèces-là, on ne les note pas parce qu'elles ont disparu. Par exemple, entre le chimpanzé et l'humain, il y avait l'homme de Néandertal, il y avait Homo ergaster, il y avait Homo habilis. Donc tout un tas de d'hommes, et ce tas d'hommes-là a disparu et donc n'est pas représenté dans le cladogramme. Mais si on regarde un peu l'évolution de l'homme, on se rend compte qu'entre le chimpanzé et l'homme, il y a pas mal d'étapes. Alors, j'aime pas trop cette image. Pourquoi? Parce qu'on met un chimpanzé ici, alors qu'en vérité, l'ancêtre de l'homme et du chimpanzé est bien sûr le même, mais l'ancêtre de l'homme n'est pas un chimpanzé. Donc ça veut dire qu'on avait ici un être vivant qui était intermédiaire entre le chimpanzé et l'humain, et celui-ci vivait en Afrique. Donc là on est à Manage, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Et donc nos ancêtres vivaient ici, dans cette zone-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une chaîne de montagnes qui s'est soulevée ici, et cette chaîne de montagnes a séparé ces deux parties du monde. Cette partie-là est restée une jungle, alors que cette partie-là est devenue petit à petit une savane. Pour vivre dans une jungle, il est intéressant de savoir bien grimper aux arbres, et la nourriture, c'est principalement des fruits. Et donc, les ancêtres des hommes qui ont vécu de ce côté-là sont devenus des chimpanzés. De ce côté-ci, il n'y avait presque plus de fruits, donc il a fallu commencer à manger de la viande. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres. C'est pour ça qu'on mange de la viande aujourd'hui. Il a fallu aussi pouvoir se déplacer hors des arbres, parce qu'il n'y a presque plus d'arbres par rapport à ce qu'on avait avant. Et du coup, on a commencé à avoir à la place des mains au niveau des pieds, eh bien on a eu des pieds, tout simplement, pour pouvoir marcher et aller plus vite. Comme on mangeait de la viande, on avait plus de protéines, ce qui fait qu'on a pu développer un plus gros cerveau, et ce plus gros cerveau nous a permis de survivre. Les humains qui vivaient ici sont ensuite partis en Europe, en Chine et jusqu'aux États-Unis. Il y a eu bien sûr plusieurs vagues d'humains, on a eu plusieurs types d'humains différents, et à chaque fois les nouveaux types d'humains partaient d'Afrique et allaient remplacer les anciens types d'humains. Donc vous voyez par exemple lui a quitté l'Afrique, il est parti coloniser l'Europe, et ensuite il a été remplacé par lui qui a aussi colonisé l'Afrique, et puis ensuite a décolonisé l'Europe et a tué, a remplacé l'ancienne espèce d'homme. Donc ça c'est un peu pour l'évolution de l'humain. Et toutes ces branches qui sont ici, elles ont disparu. Il y a bien sûr d'autres branches disparues un peu partout sur l'arbre, mais ces branches mortes, on ne les représente pas parce qu'elles ont disparu. Donc pourquoi les êtres vivants se ressemblent-ils? Eh bien tout simplement parce que ils ont un ancêtre en commun. Et plus l'ancêtre en commun est proche dans le temps, plus les êtres vivants se ressemblent. Un cladogramme, c'est un arbre de la vie qui va reprendre ces différents êtres vivants. Plus on est sur une branche proche, et plus on a un ancêtre commun proche. Alors petit exercice, je vous demande de faire pause à la vidéo et de lire les textes qui sont ici, et de répondre aux 3 questions qu'on peut trouver ici. Classez-nous par taille croissante, par poids croissant, et donne une conclusion. Je vous laisse un peu de temps, mettez sur pause. Bien, donc j'imagine que vous avez terminé l'exercice. Si on classe les loups par taille croissante, on peut se rendre compte que le loup rouge est toujours intermédiaire au coyote et au loup gris. Toujours. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, comme le loup rouge a des caractéristiques intermédiaires entre les deux, il est peut-être l'ancêtre du loup gris et du coyote. Donc si on reprend la carte du monde, le loup rouge, il vit dans ces zones-là. Et ce loup rouge est sûrement une partie de la population qui est partie au sud pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui les coyotes. Donc une partie des loups rouges est partie vers le sud pour devenir des coyotes, plus petits, plus adaptés à leur milieu, plus petits car il y a moins à manger, donc il y a moins à manger, plus on est petit et moins on consomme d'énergie, et s'adapter à la chaleur. Et une autre partie de ces loups rouges sont partis plus au nord, ici au Canada,
Et comme ils chassaient de très gros animaux, comme les orignals, les élans et tout ça, ils ont dû devenir plus gros pour pouvoir chasser les plus grosses proies. On voit aussi que la couleur est plus adaptée, ils sont devenus plus clairs pour se fondre dans le décor, dans la neige, etc. Alors l'histoire du loup gris ne s'arrête pas là, hein, car on a le loup gris qui vit aussi ici au nord, mais une partie des loups gris ont traversé ici la mer quand celle-ci était gelée, sont venus s'installer en Russie, sont venus s'installer en Europe, ce qui a donné le loup gris d'Europe. Et le loup gris d'Europe a rencontré une espèce de singe qui se déplaçait sur deux pattes un peu bizarre qui vivait ici. Et ces singes sur deux pattes qu'on appelle les humains ont fini par rencontrer le loup gris, l'ont domestiqué, et c'est ce qu'a donné aujourd'hui le chien. Donc le chien, il vient d'où? Il vient tout simplement du loup rouge qui est parti au nord pour former le loup gris d'Amérique, qui s'est déplacé à travers la Russie jusqu'en Europe pour devenir le loup gris d'Europe, et qui a été adopté par des humains qui venaient à la base d'Afrique. Une sacrée longue histoire quand même. On va compléter le cladogramme. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le loup rouge ancestral est resté plus ou moins pareil, est resté dans les mêmes zones. Une partie est partie au nord, ont eu un pelage plus gris, des résistances au froid, et une plus grande taille pour devenir le loup gris. D'autres sont partis plus au sud, sont devenus plus roux, résistent à la chaleur et sont devenus plus petits, et ont donné le coyote. Si on voudrait, on pourrait aussi par exemple mettre une autre branche ici, et y mettre le chien. Par exemple, on pourrait. Car le chien est plus proche du loup gris que du loup rouge ou que du coyote. Et donc ils sont sur une branche plus proche. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Espèce domestiquée par l'homme par exemple. Ça pourrait être une caractéristique. Alors voilà, ça c'est l'évolution. Donc on voit qu'il y a des espèces qui se déplacent dans l'espace, qui se déplacent sur la Terre. Et en fonction du milieu dans lequel ils vivent, ils vont être sélectionnés. Leur morphologie va changer, ils auront des nouvelles caractéristiques, et c'est ça qui va donner de nouvelles espèces. Mais ils ont tous un ancêtre en commun. Et on sait si l'ancêtre en commun est proche en fonction de l'emplacement de la branche. On voit que le loup rouge est plus proche du coyote qu'il n'est proche du loup gris, par exemple. Car ces espèces se sont séparées plus récemment. Alors voilà qui termine le 4e épisode. On commencera le prochain en parlant un petit peu des dinosaures et de leur évolution. Très bientôt. On se revoit bientôt.